Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupiscou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on s'attaque du coup à un nouvel épisode de la série On décrypte le décret. Ici, on va s'intéresser à qui peut travailler en microcrèche et également à l'analyse de pratique qui est un temps qui devient obligatoire avec la modification réglementaire qu'impose le nouveau décret. On voit tout ça dans cette vidéo, c'est parti! Votre équipe doit être composée à 40% d'auxiliaires de puéricultrices, d'éducatrices de jeunes enfants, d'infirmières et de psychomotriciennes, sans condition d'expérience particulière. Donc ça, c'est déjà le socle de base de votre équipe. Et ce que dit la loi pour les crèches collectives, dont fait partie théoriquement les micro-crèches, c'est que 60% du reste de l'effectif peut tout simplement avoir une qualification dans la petite enfance sans expérience particulière s'il y a un suivi qui est fait derrière. Et les 60% restants de l'équipe, potentiellement dans les crèches collectives, ça serait du coup des professionnels qui ont une qualification dans le domaine de la petite enfance, pas forcément d'expérience si on assure un suivi derrière. Mais je vais vous donner notre avis sur la question et la manière dont nous on l'interprète pour les micro-crèches. Mais avant toute chose, il est également dit qu'en micro-crèche, justement, comme avant, au final, les CAP et BEP, donc les diplômes de niveau 3, avec 2 ans d'expérience, peuvent faire partie des fameux 40% de diplômés, et les assistantes maternelles avec 3 ans d'expérience font également partie des 40% de diplômés en microcrèche uniquement. Une petite modification du décret nous indique que les proportions 40-60 devaient être comparées par rapport à un équivalent temps plein. Mais je vais vous donner mon avis là-dessus. En microcrèche, pour faire simple, qui peut travailler en microcrèche? Ça va être tout simplement tous ceux qui sont dans les 40% en règle générale. Donc ça va être principalement des auxiliaires de puère, mais comme vous le voyez, sans expérience nécessaire. Et beaucoup de PMI font l'amalgame entre les CAP et les auxi. Non, les auxiliaires peuvent ne pas avoir d'expérience, alors que les CAP, il en faut 2 ans. Donc on peut avoir des auxiliaires sans expérience, des EJE sans expérience, des infirmières sans expérience, des psychomotes sans expérience et des puéricultrices sans expérience, des CAP avec 2 ans d'expérience et des assistantes maternelles avec 3 ans d'expérience. C'est la manière dont nous, on l'interprète la loi et que beaucoup de PMI l'interprètent également. Parce qu'en fait, les 60% théoriquement, c'est pour des crèches collectives et ça va aussi en adéquation avec le taux d'encadrement de ces crèches collectives. Et dans les crèches collectives, malgré que c'est 1 pour 5 ou 1 pour 8 ou l'autre option 1 pour 6 comme on a vu dans une vidéo précédente, dans tous les cas, ils doivent être au minimum 2 sur le terrain. Alors qu'en microcrèche, on peut être seul jusqu'à 3 enfants. Mais pour être seul, il faut faire partie des 40%. Résumé, je vous conseille uniquement de prendre dans votre équipe des personnes qui font partie intégrante de ces 40%, sauf auquel cas vous êtes gestionnaire et que vous passez le CAP, potentiellement dans ce cas-là, vous vous mettez dans la partie des 60%, mais vous vous arrangez pour pas être seul auprès des équipes ou d'avoir un accord avec la PMI, étant donné que vous êtes gestionnaire, c'est vous-même qui prenez les risques, potentiellement, pourquoi pas, vous pourriez du coup avoir une dérogation et être seul. Mais voilà, partez du principe que votre équipe doit être composée des 40% et vous aurez pas de soucis par rapport à ça. Même si je sais que si on lit clairement la loi, potentiellement, on pourrait embaucher des CAP, etc. dans les fameux 60%. Pour autant, on peut également vous demander que cette personne ne soit jamais seule, etc. Il est maintenant indiqué clairement dans le décret qu'une microcrèche doit avoir soit une infirmière, soit une puéricultrice dans l'équipe, soit en tant que salarié ou en intervenant extérieur. Ça peut être notamment le référent santé et accueil inclusif qu'on a vu dans une précédente vidéo, mais vous voyez qu'ici, on est obligé d'avoir une infirmière ou une puéricultrice. Ça veut dire que si votre référent santé était au final un médecin, vous devez potentiellement quand même avoir l'intervention d'une puère ou d'une infirmière. Donc idéalement, pour optimiser cette nécessité d'avoir une de ces personnes diplômées, le référent santé et accueil inclusif, idéalement, devrait être une puéricultrice ou une infirmière, ça facilite les choses. Mais c'est un nouveau test qui a été rajouté, qui est passé un peu inaperçu. Si vous voulez vérifier, c'est l'article R 232440 qui a été modifié. Et en fait, c'est en application à un autre article, le 232438, qui en fait demande d'avoir une équipe pluridisciplinaire au sein de la microcrèche. Et justement, les qualifications, c'est un point sur lequel on va revenir tout de suite. Parce que justement, une des lignes directrices du décret, c'est la partie formation et cet aspect pluridisciplinaire au sein d'un établissement d'accueil de jeunes enfants. Donc maintenant, il nous faut une équipe pluridisciplinaire qui ont donc des compétences dans différents domaines. Ça va être psychomoteur, ça va être psychologique, social, sanitaire, éducatif, etc. Donc ça implique potentiellement aussi des temps de formation aux équipes et d'avoir une équipe du coup qui est quand même diversifiée. Du coup, ces compétences de cette fameuse équipe pluridisciplinaire peuvent être démontrées au travers de diplômes, lorsque c'est une professionnelle diplômée qui a ces compétences, ou au travers de formations internes, si vous manquez par exemple dans votre effectif
d'une éducatrice de jeunes enfants, par exemple, qui n'est plus une obligation d'avoir en microcrèche. Avant de passer à l'analyse de pratique, petit aparté sur les contrats d'apprentissage, parce que maintenant, il y a aussi une nouvelle réglementation qui est sur ces types de contrats-là, contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Il y a un test qui va effectuer pendant 5 ans, où concrètement, un apprenti ou un jeune en contrat de professionnalisation qui prépare un diplôme qui potentiellement lui permettrait de travailler sur le terrain, va pouvoir compter dans l'effectif, mais sur certaines conditions. Il faudra que, du coup, ce professionnel en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation soit majeur, qui prépare, comme je vous l'ai dit, un diplôme qui lui permet de travailler sur le terrain, qu'il a effectué au moins 120 heures de travail sur le terrain avant de compter réellement dans l'effectif, qui travaille toujours en présence d'une autre personne diplômée au sein de l'établissement, et que l'effectif total de la structure, en termes de contrat d'apprentissage et de professionnalisation, ne dépasse pas 15%. Comme vous l'avez vu, l'effectif total des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation ne doivent pas dépasser 15% de l'effectif qui est en charge de l'encadrement des enfants. Si vous embauchez uniquement que 4 personnes, la 5e personne, c'est-à-dire 1/5 de votre effectif, va représenter 20% de l'effectif qui encadre les enfants. Donc potentiellement, ça serait au-delà de ce que nous dit la loi. Donc potentiellement, si vous avez que 4 professionnels à temps plein, si vous embauchez un 5e qui a un contrat d'apprentissage, il ne pourra pas être seul sur le terrain si on prend vraiment mot pour mot cette règle à 5% près. Donc la question va être, quelle va être l'interprétation vis-à-vis de ça? Mais dans tous les cas, si vous embauchez 5 personnes dans votre micro-crèche, la 6e peut être un contrat d'apprentissage, d'autant plus que si on fait par rapport à l'équivalent temps plein, qui dit contrat d'apprentissage dit aussi temps d'école, donc forcément un taux de présence annuel qui est inférieur à un équivalent temps plein. Donc potentiellement, l'un dans l'autre, même avec 4 personnes, on n'est pas très loin de pouvoir avoir un apprenti ou un contrat pro qui fasse partie du taux d'encadrement. Sauf qu'il fait partie du taux d'encadrement seulement si on respecte les autres réglementations et notamment le fait qu'un autre professionnel qualifié est avec lui sur le terrain et ne pourra pas être seul quoi qu'il arrive. Deuxième partie, maintenant on va parler de l'analyse des pratiques qu'intègre du coup la modification réglementaire du décret. Vous êtes maintenant obligé d'intégrer des temps d'analyse de pratique pour l'ensemble de votre équipe. Il est indiqué que le gestionnaire est libre de la forme et du temps que va représenter ces temps d'analyse de pratique. Il y a certaines conditions qu'il devra respecter. La première condition, c'est que chaque professionnel bénéficie au minimum d'un temps de 6 heures annuelles de temps d'analyse de pratique, dont au moins 2 heures par quadrimestre, donc au moins 2 heures tous les 4 mois. La deuxième condition, c'est que les séances d'analyse de pratique se déroulent en dehors du temps de présence des enfants. Troisième condition, c'est que ces séances d'analyse de pratique se déroulent avec un professionnel ayant des compétences pour travailler auprès des enfants, qui est indiqué dans l'article R232442. Donc concrètement, c'est les professionnels qui font partie du 40% qui peuvent travailler auprès des enfants. La quatrième condition, ça va être une personne qui ne fait pas partie en fait de l'équipe qui encadre les enfants avec l'autre personne. Ils ne doivent pas faire partie de la même équipe au sein de la même micro-crèche. Il ne faut pas qu'il y ait de lien non plus hiérarchique entre ces deux personnes. Donc concrètement, c'est soit vous avez 2 micro-crèches et potentiellement ça va être des personnes de d'autres structures qui peuvent faire ces temps d'analyse de pratique, pourquoi pas, mais sinon c'est quelqu'un d'extérieur qui doit le faire. Et vous, en tant que gestionnaire avec forcément un lien hiérarchique, vous ne pouvez pas faire ces temps d'analyse de pratique avec vos professionnels. La cinquième condition, c'est que potentiellement ces temps d'analyse de pratique peuvent être faits en groupe, étant donné qu'il est indiqué dans la loi que ça ne peut pas dépasser 15 personnes en même temps. Et enfin, la sixième condition, les participants s'engagent à que ce temps reste confidentiel, tout simplement. Pour finir cette vidéo, juste une précision du coup, mais en fait c'est quoi un temps d'analyse de pratique? Parce que c'est bien de l'intégrer dans la loi, nous mettre des conditions, etc. Mais à la base c'est quoi? Je vais vous expliquer. Alors en fait c'est simple, c'est un échange entre une professionnelle et une autre professionnelle sur une situation difficile qui a pu se passer sur le terrain. La professionnelle en question, elle va lui poser des questions pour essayer de clarifier un peu le positionnement de l'autre professionnel, lui donner des pistes, des idées pour améliorer son fonctionnement lorsque la situation potentiellement pourrait se reproduire. Elle doit s'assurer que la professionnelle qui a vécu cette expérience difficile intervienne de manière bienveillante auprès de l'enfant et lui donner des hypothèses en fait d'action qu'elle pourrait faire. Donc ça prend tout son sens que ça soit quelqu'un d'extérieur qui intervienne et pas quelqu'un qui est sur l'encadrement des enfants avec un avis déjà arrêté ou un lien hiérarchique qui pourrait juger la personne, parce que tout simplement il faut que la professionnelle qui a vécu cette situation un peu compliquée puisse s'exprimer totalement librement. L'analyse de pratique peut également aller plus loin pour voir en fait concrètement pourquoi cette situation en particulière va toucher la professionnelle. La professionnelle, il faut lui expliquer qu'elle peut être énervée, elle peut être fatiguée, etc. Mais dans tous les cas, il faut rester quoi qu'il arrive bienveillante et professionnelle vis-à-vis de l'enfant. Mais il faut la rassurer, mais également lui donner des différentes hypothèses d'action qu'elle aurait pu mener pour que cette situation se passe mieux la prochaine fois. Pour qu'au final, en fait, elle se rende compte que c'est pas forcément mal d'être en difficulté
avec un enfant ou avec un parent, mais ce qui compte, c'est vraiment d'échanger et d'améliorer ses pratiques au fur et à mesure. C'est tout l'intérêt de ce temps d'analyse de pratique, justement. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, à la partager. Vous pouvez également vous trouver en description toujours un guide avec les différentes étapes pour ouvrir votre structure, également une formation offerte. Je vous dis maintenant à très bientôt dans un prochain épisode. Je vous souhaite d'ici là la réussite dans votre projet. À très bientôt, au revoir.